Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes pas. Du coup je me suis dit mais en fait toi tu sers à rien, t'enchaînes des relations avec des femmes, ça te sert à rien. Et du coup à partir de là je me suis dit en fait je vais commencer à donner mon corps. Parce qu'en fait je me disais en donnant mon corps, bah les gens ils m'aimaient, les gens ils me portaient de l'attention, tout. Entre guillemets je sexualisais mon corps pour avoir l'amour des hommes, l'amour des femmes. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer comme ça. Du coup, j'enchaînais des rapports avec des femmes, des hommes. Je continuais à m'alcooliser, je buvais beaucoup. Enfin, en fait, je menais toujours le même train de vie. Et du coup, un jour, salut, moi c'est Fanta et voici mon témoignage. Je suis d'origine guinéenne, je viens d'une famille musulmane très pratiquante. Je suis née en Guinée et en fait quand j'étais petite, c'était déjà très compliqué à la maison. Mon papa, il était très violent envers ma mère et parfois bah financièrement, on était dans le manque, dans le sens où bah souvent on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de quoi se nourrir. Du coup mes parents bah ils faisaient tout leur possible et mon papa il était pas souvent à la maison vu qu'il est militaire. Du coup la plupart du temps on était avec ma mère et quand il était là bah il avait beaucoup d'addictions, il était très alcoolique et même envers ma mère il était très violent. Et du coup on a grandi comme ça et à l'âge de 9 ans mes parents ils ont décidé bah qu'on déménage en Italie pour venir vivre avec ma tante paternelle. Et en fait moi j'étais pas d'accord avec ce choix parce que j'aimais bien ma mère et le fait d'être séparée de ma mère bah je voulais pas parce que je me suis dit c'est ma mère, pourquoi je devrais déménager, je suis bien comme ça. Et du coup quand je suis venue en Italie pour vivre avec ma tante, j'étais avec ma grande sœur et j'avais 9 ans et en fait quand on est arrivé dès le début ça allait pas avec ma tante dans le sens où je m'entendais pas avec elle, je trouvais que bah ça allait pas en fait, je n'arrivais même pas à l'appeler genre Tata, genre j'avais du mal avec elle et je me disais mais en fait cette femme je peux pas, je l'aime pas et je sais qu'elle avait des propos très méchants envers ma mère. Genre je ressemble beaucoup à ma mère, genre je suis la photocopie de ma mère et du coup ma tante et ma mère ils s'entendaient pas parce que du coup depuis le début ils étaient pas d'accord pour leur mariage parce qu'en gros ma mère est en Guinée, faut se marier avec les mêmes ethnies et si t'es pas du même ethnie bah ils veulent pas. Et vu que ma mère elle était pas du même ethnie que mon père, bah c'était chaud. Et du coup bah genre avec ma tante, c'était compliqué en Italie. Je me rappelle dès le début, il y avait beaucoup de violence verbale, physique. On s'entendait pas du tout bien. Elle me battait souvent. Elle était très colérique. J'avais pas de relation avec elle. On se parlait pas. Les seules choses qu'on se disait, c'était bonjour, ça va, oui, ça va et toi, sans plus. Et du coup, à l'école, quand j'ai été scolarisée, au début, c'était compliqué parce que du coup, je parlais pas italien. Je devais m'adapter à ce pays. Je connaissais pas les gens. Et en fait, l'Italie, c'est un peu compliqué quand t'es noir parce que il y a beaucoup de racisme. Tu te sens vraiment genre à côté. Tu as l'impression de ne pas être là. Du coup, dès petite, je me sentais rejetée, je me sentais pas aimée. Le fait qu'il y avait pas ma famille et aussi genre ma tante, elle m'avait interdit de parler à ma mère. On pouvait pas appeler ma mère. Je parlais que à mon père et mon père en fait, même si je lui disais oui, ma tante elle me tape, ma tante elle fait ça, elle me disait c'est ta tante, tu le respectes. Genre moi limite, j'étais pas écoutée. Du coup, dès petite, je me sentais mal, je me sentais pas bien dans mon corps et je sais que j'avais un tonton, c'était un tonton du quartier, il était très gentil, c'était le genre de tonton, il t'achète à manger, il est gentil avec tout le monde. Et un jour, j'étais partie pour l'aider pour les déménagements, parce qu'il déménageait tout. Et en fait, là, il m'a fait des attouchements sexuels. Je crois que j'avais 9 ans. Et du coup, depuis là, bah, j'ai commencé à me sentir très mal. Je me disais, mais en fait, personne m'aime, je suis rejetée de tout le monde. Et au début, en fait, vu que mon tonton, il m'avait fait ça, pour moi, je trouvais ça, entre guillemets, normal. Je me suis dit, bon, bah, c'est rien, il a le droit de me faire ça. Et ça fait que suite à ça, je suis vite tombée dans la masturbation, dans la pornographie. Je nourrissais mon corps de ça et mon esprit de ça parce qu'en fait, c'était le seul truc qui me faisait du bien. C'était dans le seul truc que je trouvais mon confort. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Je continuais à pratiquer la religion musulmane. Chez ma tante, bah, de temps en temps, je priais. Quand il y avait le ramadan, j'essayais de faire. Mais en fait, j'avais l'impression que j'étais hypocrite. Je faisais plus ça pour plaire à ma tante, pour avoir l'appropriation de
mon père, de ma famille. Et du coup, ma tante, un jour comme ça, je crois vers l'âge de 13 ans, elle décide qu'on déménage en France. Juste en Italie, je me battais beaucoup, je m'embrouillais avec les gens, je volais, je passais mon temps à voler vu que ma tante elle me donnait pas de l'argent. Bah genre en fait, je voulais avoir ce que les autres enfants ils avaient, exemple un iPhone. Je me rappelle à l'époque, c'était du slime, les gens ils jouaient avec ça. Peut-être c'est rien, mais moi je voulais ça. Du coup, ça faisait que je voulais l'argent de ma tante, je voulais l'argent de ma grande sœur, je voulais partout où je voyais l'argent, des pièces, des billets de 10, des billets de 20, je voulais tout pour m'acheter genre vraiment des petits trucs comme ça. Et du coup, ça fait que quand on a déménagé en France, on est venu vivre chez un tonton à nouveau. Et en fait, c'était un appartement où on avait une chambre pour ma tante, ma grande sœur et moi. Et la chambre, genre, elle était vraiment petite. On était dedans, genre, on dormait. Et les autres chambres, en fait, ils étaient loués par d'autres personnes. Et du coup, ça a fait que, la situation avec ma tante, ça s'est empiré. C'était très, très problématique. Enfin, on s'embrouillait tout le temps. Il y avait tout le temps des problèmes à la maison. On se discutait, on nous tapait. En fait, il y avait tout le temps des embrouilles. Et quand j'ai été scolarisée à l'école, en fait, je me suis créé une personnalité. Je me faisais passer pour la fille, en gros, qui avait tout. Et je disais, oui, mon papa, il était en France. Enfin, je disais plein de trucs à l'école. En plus, à ma tante, c'était sur mes documents, ils ont écrit c'était ma mère biologique. Et du coup, j'étais obligée de l'appeler maman. En fait, c'est comme si ma mère, elle avait été effacée. Elle n'existait pas du tout. Et moi, en fait, j'avais cette colère aussi envers ma tante. Je me disais, mais pourquoi je dois l'appeler maman? Pourquoi mes documents, c'est écrit c'est ma mère alors que c'est pas ma mère? Enfin, je comprenais pas, ça m'énervait. Et du coup, à l'école, le fait de mentir, de dire c'est ma mère, ça m'énervait encore plus. Et du coup, je m'étais créé une personnalité, genre je mentais sur les réseaux, je montrais mon corps, je faisais des TikTok. En fait, je me donnais cette genre de bad bitch, si on peut dire ça comme ça. Je me faisais passer pour une fille arrogante. Vraiment, genre en fait, j'étais très dans la séduction sur les réseaux. Et au collège aussi, j'avais en fait une réputation de fille facile. Et je sais que genre comment on appelle ça, j'étais très je sais pas comment vous expliquer, mais je voulais me faire montrer, je voulais avoir l'attention des gens, tout, je cherchais l'attention des gens de ma classe, de tout le monde. Parfois je pourrais aller exemple à Franprix, des trucs comme ça, et je voulais plein de bonbons, plein de chewing-gum, des petits trucs comme ça que genre des gens de notre âge on aimait, et je partais juste pour qu'on me dise oh Fanta t'as des chewing-gums pour moi, nanana, pour qu'il y a l'attention des gens sur moi. Et du coup un jour sur les réseaux il y a un garçon, il a commencé à me parler. Et il m'a dit oui, ça te dit on se voit tout. Et du coup moi je suis partie le voir. Et en fait ce mec quand je suis partie le voir, il m'a fait des attouchements sexuels. Et encore une fois je me sentais mal, je comprenais pas, je me disais mais en fait pourquoi encore moi? Pourquoi en fait à chaque fois on doit me voler entre guillemets mon corps? Ça m'énervait, je me disais mais c'est pas possible. Et quand je suis rentrée, j'en ai parlé à personne parce que ma tante elle allait me taper. J'avais dit j'étais partie chercher un stage alors que pas du tout. Et j'en avais parlé à une amie et en fait suite à ça, au collège elle en a parlé à d'autres personnes et du coup j'ai une réputation de fille facile. Et en fait c'est arrivé aux oreilles des surveillants, ça m'avait fait des problèmes au lycée et au collège, au collège ça m'avait fait grave des problèmes. Et du coup un jour l'assistante sociale elle m'a dit oui, elle est venue me voir, elle m'a dit ça se passe bien à la maison parce que du coup avec ma tante c'était devenu encore pire, elle nous tapait, parfois on n'avait pas à manger, elle partait, elle nous laissait seuls à la maison. J'étais avec ma grande sœur et même avec ma grande sœur, le fait de voir qu'elle insultait ma grande sœur, qu'elle tapait ma grande sœur, ça m'énervait parce que je me disais mais je peux rien y faire, je peux pas aider, ça m'énervait, genre ça me mettait hors de moi. Et je sais que j'avais commencé à avoir des pensées suicidaires. Je me disais si c'est ça, autant mettre fin à mes jours. Je sais pas pourquoi je dois vivre, je vois pas l'utilité de vivre, personne m'aime, mes parents ils m'ont abandonné, ma famille m'ont abandonné, j'ai personne dans ce monde, ma tante est même pas. En fait je me sentais isolée de tout le monde. Je me disais mais en fait c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Chez les musulmans je crois oui, chez les musulmans on dit la dunya. Je disais mais en fait j'en ai marre de cette dunya, tout enfin j'en peux plus. Et du coup, ça a continué comme ça. Je priais quand même, hein. Il y avait des moments où je pleurais sur mon tapis de prière. Je disais, mais en fait, Allah aide-moi. Comment tu peux me voir? Comment tu peux voir que tous ces gens, ils me font du mal, tu fais rien? Je sais qu'il y avait des moments, genre, avant de me coucher, je récitais genre mon Fatiha, je lisais le sourate, enfin, je lisais plein de sourates. Je me disais peut-être en répétant ça tout, Dieu va venir m'aider, tout, parce que je me disais, mais Dieu me voit pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que ma famille, tout le monde me traite mal. Et il fait rien. Et du coup, ça a continué comme ça. L'assistante sociale, elle m'a reçue, on a parlé. Et
Elle s'est rendue compte que ça se passait pas bien à la maison, mais elle pouvait rien faire. Et du coup, ça a continué. Je venais au lycée, au collège, désolée, mais ça se passait pas du tout bien. Et un jour, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. Je crois que j'avais pris des produits, j'avais pris plein de produits, et je suis partie voir l'infirmière de l'école, et elle m'a dit, je me sentais pas bien. On m'a envoyé sur l'assistante sociale, tout. Et suite à ça, ils ont appelé les pompiers, ils m'ont dit à la maison, en fait, ça se passait pas bien. J'ai été hospitalisée pour tentative de suicide, c'était ma première, j'avais 13 ans. Et ils ont vu qu'à la maison, c'était compliqué. Même le fait que ma tante, en fait, ma mère, c'était ma tante, c'était pas ma mère, c'était ma tante. Ils ont dit que, en fait, on a été placés en foyer, ma grande sœur et moi. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je crois que mon hospitalisation, elle a duré 2 semaines. Et quand je suis sortie, j'ai été placée en foyer d'urgence. Et en fait, quand je suis partie en foyer d'urgence, je me suis dit, purée, genre, en fait, ma chambre, c'était n'importe quoi, c'était sale. Il y avait des écritures partout sur le mur. Je me disais, mais pourquoi, je comprenais pas. Et je me suis dit, même ma grande sœur, je viens de gâcher sa vie parce qu'elle voulait pas forcément venir en foyer. Elle, du coup, toute la pression était sur elle. Ma famille, en gros, c'est comme si on avait déshonoré ma famille. Ils se disaient, mais c'est pas possible. Parce que, du coup, pour vous expliquer, quand il y a un placement de la part de l'aide sociale, la plupart du temps, moi, c'est la police qui était venue me récupérer, du coup, à l'hôpital après. T'es placé en foyer et c'est, exemple, ma tante, je vivais avec elle, ils étaient obligés de l'envoyer en garde à vue pour voir ce qui se passait, si elle nous maltraitait, si il y avait des poursuites judiciaires, tout, des trucs comme ça. Du coup, pendant, je crois, 24 heures ou 48 heures, elle était en garde à vue. Et du coup, mon papa, il nous a mis la pression. Limite, il s'en fichait un peu de ce qu'on avait subi. Il était plus en mode, mais vos tantes. Et moi, j'étais en mode, en fait, depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est pas mon papa. Genre, je me rappelle ce jour-là, je me suis dit, ce mec, c'est juste un humain, c'est mon géniteur, il me dégoûte. Il m'énerve, genre, je l'aime pas. Je sais que j'avais dit ça à tout. Et j'avais de la colère, vraiment, genre, je l'aimais plus. Je me disais, mais comment ça peut être mon papa? Il est pas là pour moi. Ils m'ont abandonné. Et en plus de ça, je passais une épreuve difficile. Ils sont pas là pour nous. On est placés en foyer. Et encore une fois, ils préfèrent croire sa tante. Et ça m'a énervée, en fait. J'étais là, j'étais adorable. Et en fait, en foyer, il y a tout type de personnes. Il y a des gens, ils sont dans la drogue, dans la prostitution. En fait, c'est des gens brisés et du coup, ça fait que je suis vite tombée dans des mauvaises fréquentations. Et je sais que il y avait des filles là-bas elles étaient dans la prostitution. Et j'ai commencé à traîner avec eux. Je sais que, genre, il y en avait une, exemple, elle avait 13 ans et couchait déjà avec des hommes. Du coup, moi, je trouvais ça fascinant parce que, en fait, j'avais un rêve, c'était de vraiment avoir des rapports sexuels. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais fascinée par ça. Je me disais, oh, je vais être enfant grande, tout. Je vais voir ça fait quoi. Parce que déjà, je vivais dans la masturbation et dans la pornographie. Tout. Et du coup, genre, c'était un truc, je sais pas. Genre, comment on appelle ça? Je sais pas comment expliquer, mais j'étais fascinée par ça, ça m'intriguait. Je regardais, exemple, des animés, mais des trucs sexuels. En fait, j'étais obsédée par la sexualité. Mes discussions, c'était autour de la sexualité. Tout était autour de la sexualité. Et du coup, genre, je traînais avec ces filles et elles m'ont proposé à plusieurs fois de me prostituer, mais à chaque fois, je disais non ou j'arrivais pas. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que depuis petite, j'avais ce truc où avec les garçons, j'arrivais pas. Je me disais en fait, mon papa, il m'a abandonné, mais mon tonton, il a abusé de moi. L'autre garçon là aussi, il a abusé de moi. Du coup, je me suis dit en fait, je vais finir ma vie avec une femme. Ce jour-là, je me suis regardée devant le miroir. Je me rappelle, j'étais dans la salle de bain. J'ai dit, t'es lesbienne, tu vas finir ta vie avec une femme. Tu vas pas te marier avec les hommes, ça sert à rien, tout. Je dis, je veux pas. Limite, les hommes, c'est juste des objets sexuels sans plus. Et du coup, il y avait une fille, une amie à moi dans le foyer que j'aimais bien. J'avais des attirances pour elle et je n'osais pas forcément le dire. J'étais timide, j'étais mal à l'aise, tout, parce que au fond de moi, je me disais, mais c'est pas normal d'être homosexuel, c'est pas normal d'aimer les femmes. Et même, il y avait ma grande sœur au foyer avec moi, j'avais peur. Et du coup, cette fille, je lui avais écrit une lettre pour dire oui, que j'étais amoureuse d'elle, j'avais des sentiments pour elle. Et pour de sa part, c'était pas réciproque. Et le fait qu'elle en avait parlé à tout le monde au foyer, ça m'a énervée. Du coup, j'ai nié, j'ai dit c'était faux. Je me suis énervée contre elle. Et c'est là, ça a commencé. Je me suis battue, j'ai commencé à me battre. Je me suis battue avec elle. Je me rappelle, j'avais déchiré tous ses vêtements. On s'était vraiment embrouillé. Limite, la fille en question, elle est partie dans le sud pour qu'on se sépare parce qu'on pouvait plus s'entendre. Et du coup, suite à ça, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire. Je me rappelle, j'avais commencé juste par une petite bouteille de vodka Oasis. Et c'est là, à chaque fois, limite, j'aimais ça, je me sentais bien dans ça. Je me disais, mais en fait, ça me fait du bien, tout. Et en fait, j'étais toujours triste au fond de moi. Je me sentais toujours mal.
je vivais beaucoup, j'avais des pensées noires, tout. Je me disais, mais en fait, ça sert à rien de vivre. Et j'étais dans l'automutilation aussi. À chaque fois que j'allais mal, je me coupais le bras, je me coupais les veines, tout. Je me rappelle même la poitrine. Parfois, je prenais des briquets, genre, je me brûlais la peau parce que, en fait, vu que je t'ai pas écoutée depuis petite, j'ai jamais été écoutée. Mon père, il m'écoutait pas, ma tante, elle m'écoutait pas, ma grande sœur, elle m'écoutait pas, personne m'écoutait. Et du coup, pour moi, en fait, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Du coup, j'étais obligée de me faire du mal, d'arracher mes cheveux, de me brûler la peau, en fait, de faire un truc qui pourrait exprimer, en fait, pour me punir, en fait, je me punissais parce que je me disais, t'arrives même pas à parler de ce qu'il y a sur ton cœur, du coup, je vais mettre cette douleur sur moi. Et du coup, bah, c'est de là, genre, ça a continué comme ça. Et je me rappelle un jour, du coup, ces filles en question, elles m'ont ramenée dans un groupe de prostituées, un appartement où c'était rempli de garçons. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai paniqué, j'ai eu peur, je me suis dit non. Et du coup, j'ai appelé mes éducateurs, mais ils m'ont dit, bah, tu te démerdes. Quand t'es en foyer, la plupart du temps, les éducateurs, bah, en fait, c'est leur travail, ils sont là, ils peuvent pas faire grand chose pour toi. Et du coup, ça fait que, bah, je les ai appelés, ils me répondaient pas. Et quand je suis rentrée, en gros, t'as une heure pour rentrer. Exemple, moi, je crois que j'avais 13 ans, je devais être au foyer à 18h30. Si t'es pas là à 18h30, on te met en fugue. C'est une déclaration de fugue. Du coup, entre guillemets, bah, t'es recherché par la police. La police, exemple, si tu te fais arrêter dehors, la police, ils vont te prendre, ils vont te ramener au foyer. Et du coup, moi, on m'avait mis en fugue. Et quand je suis rentrée, ils m'ont crié dessus. Moi, j'étais en mode, mais attends, j'ai failli me faire là-bas, je rentre, on m'écrit dessus, j'ai pas compris. Ça m'a saoulée, je suis partie dans la salle de bain, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. J'ai pris l'eau de Javel, j'ai tout bu, je crois j'ai été hospitalisée. Et c'est là pour la première fois je suis partie en hôpital psychiatrique du coup parce que mon cas j'étais dans des addictions, je me faisais du mal, je me coupais la peau. Du coup c'est là j'ai été diagnostiquée d'une dépression facile, d'une dépression sévère et des troubles de personnalité. Et même après ça, je m'accrochais à Dieu. Je me rappelle, j'avais mon Coran que je lisais souvent. En fait, il y avait même le sourate El Fatiha. En fait, je m'attachais vraiment à ça. Je croyais quand même en Allah. Je disais, en quelque part, je me disais qu'il était là. En fait, je me disais un jour, ça allait finir tout. Dieu allait me rendre justice. Et après, j'ai dû changer de foyer parce que dans les foyers d'urgence, tu peux pas rester plus de 6 mois. Et je crois, moi, ça faisait genre 4 mois, j'étais là-bas. Et du coup, je suis partie dans un foyer. Et là, c'est un foyer stable. C'est là-bas, tu restes parfois jusqu'à tes 18 ans. Et du coup, dans ce foyer, quand je suis arrivée, en fait, au début, ça se passait bien. Mais après, je me sentais pas bien. En fait, moi, le fait d'être en foyer avec les autres, j'aimais pas. Du coup, j'ai commencé à directement me donner l'image de, moi, je suis une fille forte, personne me parle, moi, je me bats. À moi, c'était, Fanta, tu ne parles pas, tu me parles et te tapes. C'était ça, en mode, j'aimais avoir cette image, j'aimais tout. Et du coup, ça a fait que, quand je suis arrivée dans ce foyer, j'ai commencé à directement fuguer. Je voulais pas rester au foyer, je voyais pas l'utilité. Ça m'énervait et tout. Et je me disais, si c'est ça, exemple, je partais beaucoup. C'est là, du coup, j'ai commencé à aller en soirée. Je sortais beaucoup. Je vivais beaucoup dans l'impudicité. C'est là que j'ai commencé à donner mon corps. Et j'ai commencé, du coup, à sortir avec des femmes. J'étais en couple avec une fille. J'avais des rapports sexuels, du coup, avec une fille. Et je me droguais beaucoup aussi, je prenais beaucoup d'alcool et je prenais énormément d'antidépresseurs. Exemple, si j'avais genre 3 comprimés à prendre, moi je prenais 5 comprimés parce que du coup, les antidépresseurs, c'est un peu comme de la drogue. Tu prends, t'es fatigué, t'es ailleurs. Moi, ça me faisait du bien en fait. Et du coup, ça a continué comme ça et j'étais toujours au collège. Au collège, ça se passait pas bien, mais j'ai quand même fini mon année de 3e. Et quand je suis partie au lycée, c'était pareil, ça se passait pas bien. Et en fait, quand je suis arrivée dans ce lycée, quand je suis arrivée au lycée du coup, je me suis mise en couple avec une fille. Et en fait, c'était une dépendance affective parce que cette fille, je dépendais d'elle, mon bonheur dépendait d'elle, tout dépendait d'elle. Et du coup, je crois jusqu'à mon année de première, j'étais avec elle. Et je continuais quand même à croire en Allah, je commençais à continuer à faire des prières tout, mais je me disais Allah il peut pas m'aimer, je vis dans l'homosexualité et tout, et du coup je me suis dit c'est mort. Et du coup à partir de là je me suis dit entre guillemets je crois plus en Dieu parce que je peux pas prier en Dieu qui en fait je suis sale, je pêche, c'est pas normal. Et du coup ça a continué comme ça, j'étais en couple avec cette fille, ça allait pas dans ma vie, je partais toujours en hôpital psychiatrique, je me faisais toujours du mal, j'étais dans la drogue du coup, dans les addictions. Et ça n'avançait pas dans ma vie, j'avais l'impression que c'était bloqué. Et même à l'école, je partais presque jamais. Je crois que j'avais plus de 300 heures d'absence. Et en fait, ma vie, elle avançait pas. Et du coup, quand c'est fini avec cette fille, je l'avais trompée du coup avec une autre fille.
Et du coup, je me suis dit, mais en fait, toi, tu sers à rien, t'enchaînes des relations avec des femmes, ça te sert à rien. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, en fait, je vais commencer à donner mon corps. Parce qu'en fait, je me disais, en donnant mon corps, bah, les gens, ils m'aimaient, les gens, ils me portaient de l'attention, tout. Et du coup, c'était le seul truc, en fait, entre guillemets, je sexualisais mon corps pour avoir l'amour des hommes, l'amour des femmes. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer comme ça. Du coup, j'enchaînais des rapports avec des femmes, des hommes. Je continuais à m'alcooliser, je buvais beaucoup. Enfin, en fait, je menais toujours le même train de vie. Et du coup, un jour, j'ai commencé à traîner avec des gens sur Paris. J'ai changé de fréquentation et j'ai subi un viol en groupe, du coup, de la part d'un groupe d'amis, et j'étais inconsciente. Et du coup, après ce viol, quand je suis rentrée chez moi, je me sentais sale, je me sentais pas bien. Et en plus, bah, c'est retourné contre moi, vu que c'est des gens connus sur des réseaux. Bah, en fait, ils ont juste dit, c'est moi, je sais pas me retenir. Et j'avais perdu tous mes amis, j'avais plus d'amis. Et du coup, pour me protéger, je devais quitter l'Île-de-France parce que c'était trop dangereux pour moi. À chaque fois, j'étais en fugue, je partais en soirée, je me faisais du mal. J'étais tout le temps à l'hôpital psychiatrique. Tous les 2 jours, je vous promets, il y avait pas je pouvais pas passer un mois sans partir à l'hôpital, sans essayer de me donner la mort, tout. Et du coup, ça fait que bah ce train de vie me plaisait pas. Et quand j'ai déménagé dans le sud, c'était pareil. Du coup, ça s'est pas rangé. Je partais beaucoup en soirée. Je couchais avec des hommes que je connaissais même pas. Il y en a, je me rappelais même pas d'eux. Et du coup, là, en fait, je commençais à me dire, autant me prostituer. Parce que, en fait, autant vendre mon corps parce que ça sert à rien de donner cet amour. En fait, je dis, pourquoi, en fait, je me suis dit, autant vendre mon corps parce que c'est la seule façon, en fait, non. Je me suis dit, autant vendre mon corps, au moins, je sers à quelque chose, au moins, je gagne de l'argent en faisant ça. Et du coup, à Périgueux, je sais que, exemple, j'envoyais des nudes en échange d'argent, plein de trucs comme ça. Je continuais à aller du coup, dans le sud, c'est où j'habitais avant, à Périgueux. Je continuais, à donner mon corps. Et je sais que sur TikTok, j'étais beaucoup active. Je faisais des vidéos, sur le fait que, bah, la dépression mentale. Je disais, un jour, je crois que j'ai fait une vidéo, j'ai dit, ouais, moi, je veux plus vivre, j'en ai marre de cette fille. Je me rappelle, je pleurais sur la vidéo, j'étais limite en détresse. Et du coup, c'est là, il y a un garçon, du coup, un frère de mon église actuelle, il a commenté, il m'a dit, Dieu t'aime, pleure dans ses bras. Jésus t'aime, pleure dans ses bras, il t'a pas oublié, il est là pour toi. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, comment je peux pleurer dans les bras de Dieu? Parce que, du coup, je me dis, comment c'est possible de prier, de pleurer dans les bras de Dieu? Au début, son message m'a beaucoup touchée. Du coup, je suis partie sur son compte Instagram. J'ai vu qu'il avait le même témoignage que moi. Il était dans l'impudicité, il était dans l'homosexualité, il se mutilait et tout. Du coup, je me suis dit, bah, si Dieu a fait pour lui, il peut le faire pour moi aussi. Et du coup, bah, suite à ça, je suis restée comme ça 8 mois, mais je repensais à son message. Je me rappelle, je m'étais connectée pendant des moments en ligne, du coup, que cette église tenait, de son église, du coup, l'église Amour de Dieu. Je me connectais, ça me parlait, et même, je sais que j'arrivais à un diacre, c'est un ancien homosexuel. Je me disais, bah, si Dieu a changé sa vie, Dieu peut changer ma vie, mais pour moi, je restais toujours musulmane. Et ça faisait plus que 4 ans, je parlais pas à mes parents, même ma grande sœur, je lui parlais, mais pas trop. Et du coup, en fait, je voulais pas rester là-bas parce que du coup, à Périgueux, j'étais en famille d'accueil. Avec ma famille d'accueil aussi, ça se passait pas bien. Et du coup, un jour, je décide de revenir sur Paris. Je reviens dans mon foyer d'avant. Et quand je reviens, juste pour vous dire, depuis septembre, je voulais un appartement. J'attendais un appartement, mais je pouvais pas l'avoir parce que du coup, vu que j'étais dépressive, vu que je mettais tout le temps fin à mes jours, bon, on m'a dit en moi, en te donnant un appartement, c'est comme si on te laissait mettre fin à tes jours. Du coup, je pouvais pas vivre seule. Et du coup, quand je suis revenue sur Paris, j'ai dit bon, je crois que je vais aller à l'église, parce que pour connaître au moins, parce que tout le monde me parlait de Dieu, Jésus t'aime, je voulais savoir c'était qui. Et du coup, j'ai été une fois dans une église, mais ça m'avait pas trop parlé. Et après, je me suis dit bon, je crois que je vais aller dans l'église de ce frère, l'église Amour de Dieu. Et quand j'ai été là-bas pour la première fois, c'était une ancienne musulmane qui modérait et ça m'avait beaucoup parlé, ça m'avait beaucoup touchée. J'avais été beaucoup touchée par le fait de voir c'est une ancienne musulmane, elle est là, elle sert Dieu et ça m'avait beaucoup parlé. Et du coup, suite à ça, j'ai continué à venir dans l'église, mais sans plus. Et je sais que j'attendais mon appartement. Et un jour, en fait, j'avais dit à Dieu, j'en ai marre, je veux te connaître, on me parle de toi, je veux te connaître, je veux t'expérimenter. Je veux qu'en fait, tu agisses dans une situation, je sais que j'ai besoin de mon appartement, tout. Je veux que tu m'accordes cet appartement. Et du coup, je vois, 2-3 jours après, on m'appelle, on me dit, ouais, c'est bon pour l'appartement, tu peux déménager à partir de jeudi. Et du coup, pour dire l'assemblée où je suis, le message, du coup, c'est l'église Amour de Dieu. C'est, en gros, ça parle du pardon,
le message de l'église, c'est sur le pardon du Christ. Et du coup, je sais qu'un jour, quand je suis venue, le pasteur, il modérait et il a dit, oui, tous les gens qui ont des blessures intérieures, avancez, je vais prier pour vous. J'ai avancé, mais ça m'attendra plus. Et quand j'ai avancé, il m'a dit, oui, toi, il me connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. La changement que j'ai à l'église, elle est quand même grande. Il y a plus de 500 personnes. Et du coup, il me dit, oui, toi, je vois, je veux mettre fin à tes jours, mais pas fin à tes jours. Jésus t'aime. Il est le père que t'as pas eu. Il est là pour toi. Et du coup, suite à ça, quand je suis rentrée, en fait, ça m'avait beaucoup touchée. J'ai prié sur ça. J'ai dit, si t'es le père que j'ai pas eu, montre-le-moi. Et du coup, là, en fait, j'ai décidé de pardonner. Parce qu'à chaque fois, ça parlait du pardon. J'ai dit, moi aussi, je veux pardonner. Je sais qu'on m'a fait du mal. Je sais que je suis la victime dans l'histoire. Mais Seigneur, aide-moi à pardonner. Et du coup, c'est là, en fait, Dieu, j'ai une vision, du coup, où je voyais, ma tante, en fait, elle demandait à Dieu, de l'aider à nous aimer. Et j'ai dit, bon, Seigneur, c'est bon, je pardonne. Et en pardonnant à ma tante, Dieu m'a vraiment délivrée. Je sais que, genre, exemple de l'automutilation, je me mutilais plus, je partais plus en soirée, j'étais plus dans la drogue, plein de trucs comme ça. Et c'est de là, je me suis dit, bon, je vais me convertir, je vais donner ma vie à Christ. Et j'ai décidé de me baptiser suite à ça. Et voilà, quoi. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.